Bienvenue dans Long Fleuve Tranquille, un podcast où j'ai décidé de vous présenter des parcours professionnels, sportifs, artistiques, ou tout simplement des passionnés qui ont choisi d'être acteurs de leur vie et pas spectateurs. À travers ces entretiens et le parcours des invités, je souhaite vous faire découvrir des chemins qui pourront peut-être vous inspirer. Salut Marianne, alors merci pour l'acceptation de la participation à mon podcast Long Fleuve Tranquille. C'est le premier épisode, donc je suis très heureux. Et je vais te demander de te présenter si tu veux bien. Oui, bonjour Louis. Salut. Je m'appelle Marianne Graff. Je suis originaire de Tintigny, ici à quelques kilomètres. J'habite actuellement donc à Gérouville depuis 1 an. Et donc voilà, c'est... Qu'est-ce que je peux ajouter ? Dans un second temps, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu considères que ta vie est un long fleuve tranquille ou pas, un peu en résonance au nom du podcast ? Ah non, elle n'est pas un long fleuve tranquille et justement, je pense que c'est ça qui est riche. Natif de Tintigny, ça veut dire que j'ai grandi près de la Semois, qui a des méandres et vraiment des flux différents au fil des saisons, des inondations, des crues, des périodes avec assez basse, le niveau d'eau très très bas. Et donc voilà, c'est comme la vie, c'est très bien. C'est pas monotone, c'est ça qui est riche, Voilà. Et qui est... Il y a du relief. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux présenter un peu ton activité professionnelle, en quoi ça consiste ? Donc je suis vannière professionnelle. Ça veut dire que tous les jours, je consacre ce temps-là donc à mon activité d'indépendante. J'ai au départ un parcours donc dans les végétaux. Donc j'ai été diplômée en horticulture. Donc j'ai travaillé donc toujours dans le domaine des végétaux. Ça ne se voit pas, mais la sève coule dans mes veines. Donc c'est quelque chose de très très important pour moi, de vital. Et j'ai travaillé donc en pépinière, fleuriste, dans le maraîchage. Et donc depuis plus de 10 ans, je suis vannière professionnelle. Donc ça consiste en fabrication d'objets, comme vous pouvez voir ici autour de moi. Ouais, ici, on est, pour ceux qui n'auraient pas capté, on est dans un atelier. Et donc il y a un peu toutes les réalisations de Marianne tout autour. C'est ici que tu travailles Oui, principalement, oui. Alors souvent, quand il y a du soleil, j'ouvre la grande porte de la grange pour faire entrer la lumière. Et voilà, l'ouverture aussi, comme j'habite un village, donc il y a souvent des voisins ou des personnes qui se baladent, qui aiment bien s'arrêter et discuter. C'est aussi le côté social et humain qui m'intéresse beaucoup dans ce métier-là. Et sinon, je travaille dans une autre partie de la maison aussi, où il y a plus de lumière à l'arrière. Est-ce que tu sais, ça existe depuis combien de temps, la vannerie ? Aussi longtemps que l'homme est sur Terre. Donc, on n'a pas retrouvé des tissages et des fabrications d'objets parce que c'est organique, et donc ça veut dire que ça se dégrade assez rapidement. Mais on retrouve sur des pierres, sur des sculptures. Ouais, ça a à peu près commencé à la préhistoire, quelque chose comme ça. Depuis que l'homme est sur Terre, donc ça veut dire que quand il a commencé à se sédentariser, il a eu besoin Des contenants. Les chasseurs-cueilleurs ont commencé donc à fabriquer des objets. Ensuite, pour élever des animaux, il faut les parquer. Donc pour les parquer, il faut fabriquer des palissades, des clôtures. Donc Ce qu'on appelle les espèces de fascines, c'est ça ? Les clôtures, non ? Les fascines, c'est plutôt les retenues, plutôt, non ? Donc le plessis, le plessis, c'est plutôt des clôtures comme ça D'accord. Qu'on a fait à partir de haies souvent, et aussi avec du bois sec, du bois mort. Et en dehors du fait d'être vannière professionnelle, qu'est-ce que ça t'évoque, la vannerie, en dehors du côté professionnel ? Déjà, c'est la mémoire, c'est le passé, les anciens. Aussi loin que je remonte, à l'endroit où j'ai grandi, dans la rue du 22 août à Tintigny, j'ai vu des vanniers travailler le noisetier. Donc il y a tout cet aspect de mémoire. Donc, dans tous les villages, il y avait des personnes qui fabriquaient des contenants, des paniers à bois, à pommes de terre, des clés à tarte, des paniers à linge. Donc c'est assez récent de dire on va au magasin de déco ou bricot du coin chercher un panier pendant des
siècles, des millénaires, on en a fabriqué. Bah d'ailleurs, ici, on est vraiment dans un bassin historique de la vannerie, Oui. la Gaume, enfin, tout le côté près de Saint-Marc. Oui. Parle-moi un petit peu des grandes étapes quand on commence un objet ou un projet en vannerie, comment ça se passe? Donc, il y a un mot que j'aime beaucoup dans ce métier-là, enfin, dans ma vie en général, c'est la diversité. Donc ici, c'est la diversité des projets. Donc, si c'est un projet, par exemple, une fabrication à titre privé, donc chez un particulier qui m'a commandé une déco pour une façade, un jardin, un intérieur, un plafond. Donc je vais d'abord me rendre sur le lieu du projet. Et puis on va discuter ensemble parce que moi j'attache beaucoup d'importance à ce que ce que je vais faire corresponde bien à ce que le client demande. Surtout que ça ne va pas être comme un pot de confiture qu'on va changer chaque semaine. Ici, ça va être quelque chose pour des années, donc c'est important que ça soit vraiment... Par exemple, ici, un exemple, je suis en train de fabriquer un objet, un panier, un coffre pour mettre des plaids et des couvertures pour une dame à Bruxelles. Et là, ben, c'est important que ça lui plaise vraiment, et donc on correspond. Elle ne peut pas voir l'objet comme ça à côté de chez elle, mais... on correspond, donc j'envoie des photos, je lui montre exactement l'évolution de l'objet et les remarques et les... C'est toujours une co-construction avec la personne qui te sollicite ou pas forcément, ça peut être... Non, il y a des choses que je fais, que j'ai créées, que j'ai inventées et que je propose comme ça au public lors de portes ouvertes, lors de marchés paysans ou artisans. Mais c'est plus du travail sur commande. Avec les années, je me rends compte que je travaille plus sur commande. L'objet est vraiment original et personnalisé. Même si la voisine voit la même chose que j'ai fabriquée chez quelqu'un, ben, elle peut m'appeler, mais je ne ferai pas exactement ce que... Et puis c'est ça qui est enrichissant d'avoir Oui. vraiment une commande sur mesure Oui. et pouvoir répondre à une attente particulière. Voilà. Donc là, c'est le côté production, donc travail sur commande. Mais mon métier consiste aussi en l'animation d'ateliers, donc transmission de savoir pour adultes, enfants, personnes déficientes, vraiment un très large public. Du nord au sud, là, ici on a l'avantage d'être sur les 3 frontières, donc on peut parfois aller au Luxembourg, en France. Il y a une ouverture aussi de... Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans les deux aspects, la transmission ou plus le côté créatif? J'aime bien les deux, vraiment. T'aimes vraiment les deux? Oui. Parce que d'être à l'intérieur d'un atelier, ben voilà, j'ai beau me brancher sur France Culture, France Inter, je ne suis pas seule, mais quand même, l'être humain est un être de communication, donc on a besoin de vivre avec les autres. Puis tout le partage, c'est vraiment très enrichissant. Oui. C'est sympa, ça amène aussi une connexion. Et c'est vrai que, comme tu dis, rester tout seul tout le temps, ce serait peut-être un peu... Mais voilà, il y a un équilibre. un peu pauvre, sur certains aspects. Et est-ce que tu as toujours su en vivre dès le début ou est-ce que ça a été plus compliqué quand tu as voulu te lancer Non, c'était... d'abord, j'ai fait ça à temps partiel, donc ça veut dire en complémentaire. Et puis, quand j'ai vu que ça prenait quand même beaucoup de place et qu'il y avait de la demande, eh bien, je me suis installée en principal, oui. Tout doucement, ça s'est fait progressivement. Le sauter dans le grand bain, voilà, ça fait après quelques années. Et si tu devais donner quelque chose qui te plaît le plus dans ton métier et quelque chose qui te plaît le moins bien? Oh là là, oh là là, les extrêmes, oui. Pas de nuance. Ah mais si, tu peux apporter de la nuance si tu veux. Parce que rien n'est tout noir ni tout blanc. Bah, le plus, c'est quand même le côté humain, voilà, le côté relationnel. Comme on dit, on est des passeurs sur Terre, donc c'est tout ce qu'on transmet. Il me semble que ça, c'est vraiment important, de pouvoir partager les choses. Et le moins, non, il n'y en a pas. Parce qu'au départ, j'ai quand même un métier en horticulture, où on est toute l'année dehors, donc qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente. Qu'on aime bien, quand on aime bien son métier, on aime bien tout son métier, tous les aspects aussi. C'est pareil pour la personne avec qui on vit, la maison, voilà. Donc,
Et le côté être dehors, ça c'est quelque chose qui est important pour toi? Ah oui, je vis dehors, moi, c'est vraiment. Oui. Mais je me suis aperçue récemment que c'est pas une phrase que je vais dire maintenant, peut-être aussi spontanément, surtout avec des enfants, parce que pour eux, voilà, ils font parfois des raccourcis, et notamment, il y a quelques mois de ça, en automne, un enfant qui m'écoutait, il me disait rien, il était interpellé, parce que j'avais dit, voilà, je vis dehors. Il pensait que c'était SDF? Ah non, il me demande, et ta cabane, elle est comment? Ma cabane, ben oui, tu vis dans un arbre, tu vis dehors dans un arbre, alors elle est comment ta cabane? Ah, ben je dis non, je rentre quand même le soir, la nuit, j'ai une maison, un lit, voilà. Mais je trouve ça toujours très, très marrant, l'insouciance des enfants. Bah oui, spontanément. Ouais, la spontanéité, c'est exactement ça. Ah oui. Vraiment, ils n'ont pas de filtre. Et Ah mais ouais. c'est ça qui est génial en fait, avec les enfants. Et d'ailleurs, nous, on a peut-être un peu trop à certains moments. On se met un peu des garde-fous, mais c'est ça qui est beau avec les enfants. C'est en grandissant qu'on perd ça, en fait. C'est la Ouais. retenue, l'éducation, la l'espèce société. de candeur des enfants qu'on perd. Ouais. Mais il faut essayer de la garder. Hein. Ah oui, garder son âme d'enfant, oui. Oui, c'est important. D'ailleurs, quand on regarde les Indiens d'Amazonie, eux, ils sont restés ils ont gardé leur part d'enfance. Donc Ouais. ça veut dire qu'il y a l'émerveillement, on est comblé avec pas grand-chose. Un enfant, il peut rester à regarder une fourmi pendant 1 heure, quoi. Donc Oui, c'est vrai. la contemplation et la simplicité. Je crois que, du coup, non, j'en suis sûr, parce que tu l'as dit, que tu n'as pas toujours été indépendant. Est-ce que, si c'était à refaire, tu te lancerais tout de suite? Oui, avec le recul, je me dis, je ne suis pas quelqu'un qui regrette dans la vie. Et sinon, à l'époque, c'était plutôt juste ça, se dire, c'est super, c'est tellement bien, tellement gai, cette créativité-là, cette liberté-là. Je pourrais dire, bah oui, s'il y avait un regret à formuler, ce serait ça, de dire, Ouais, pas vraiment. l'avoir fait plus tôt. Et pour justement, maintenant, il y a ce que j'aime le moins dans le métier, c'est plutôt, on va dire, le côté administratif, quoi. Ouais. Ça, c'est. Mais bon, ça c'est lié un peu à tous les métiers. Enfin, Oui. je pense qu'on peut pas vraiment y échapper. Ouais. Je veux dire, quand on est employé, on n'a pas ces contraintes-là, quoi. De dire que c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'atelier ou sur chantier que la journée est finie, parce qu'il y a passer du temps au bureau. En plus, maintenant, il y a un sujet qui s'appelle la facturation électronique. Et voilà, donc auquel on doit vraiment se soumettre et l'intégrer. Donc. Ouais. Après, ça c'est, c'est du coup inhérent à tous les métiers, mais c'est pas c'est pas le cœur de métier de la vannerie, heureusement. Et est-ce que le fait d'avoir été salarié au départ, ça a pu quand même t'aider à te lancer, avoir, je sais pas, une certaine structure ou est-ce qu'il y a quand même un positif que tu en retires? Oui, bien sûr. Bah oui, c'est sûr que je ne vais pas, comme on dit, cracher dans la soupe. Et puis sans doute que à ce moment-là, il y a 20 ans d'ici, je n'étais pas prête, sans doute. Ouais. Il y a ça aussi. Il y a des temps dans la vie, des moments pour lesquels on est disposé et on est en phase avec ce qu'on vit à l'instant. Donc je pense que ça a été vraiment... voilà, ce sujet-là, se dire... Surtout si je me suis dit, je ne le fais pas à 40, je ne le ferai pas à 60, quoi. Donc, mais au niveau matériel, ce qui est intéressant avec la vannerie, c'est qu'il n'y a pas besoin de grandes... Je veux dire, comme un boulanger qui s'installe, il faut beaucoup d'infrastructures, de matériel. L'investissement de départ est moins important que... Ça va. Je veux dire, comme on peut dire, on a un sécateur, un couteau, un poinçon, c'est déjà la base aussi, quoi. On peut se retrouver n'importe où sur Terre, dans n'importe quel environnement. On peut fabriquer des objets aussi, c'est ça qui est un site fort et qui est riche aussi dans l'activité. Un potier, il peut travailler la terre brute quelque part, mais à un moment donné, il faut la touche pas, il faut la cuire. Voilà. Le travail du cuir, c'est pareil. Quelqu'un qui travaille les vitraux, c'est pareil, le métal. Il y a un minimum de matériel et d'infrastructure, quoi. Alors qu'en vannerie, c'est vraiment accessible, quoi, pour ça. Du coup, c'est peut-être quelque chose de positif. Enfin, si les gens veulent se lancer, c'est plus de facilité. Voilà. C'est comme tout, il y a quand même des bases à apprendre, suivre des cours,
des formations. Surtout, moi, je conseille toujours avec plusieurs personnes, parce que plus on va rencontrer de formateurs et de personnes différentes, de vanniers différents, eh bien, plus il y aura une vision différente de la vie, parce qu'il y a une personnalité différente, il y a sans doute un bagage, un parcours aussi, qui est unique. Oui, pas avoir un seul point de vue, c'est toujours ça qui est important. Et est-ce que tu te verrais développer ton activité si tu en avais l'occasion, dans le sens où, je sais pas, avoir quelqu'un qui t'aide en plus, ou est-ce que toi, dans ton caractère, ta façon de travailler, tu ne te vois que travailler en indépendant, toute seule? Oui, disons, dans l'activité comme je l'ai développée, ça veut dire une diversité des projets. Euh, Parfois, on me demande à des écoles d'horticulture, si je prends des stagiaires. Ce qui se passe, c'est que parfois, moi, je suis une journée au bureau, donc je ne peux pas dire, je ne peux pas prendre quelqu'un tous les jours non plus, se dire, c'est sûr que... Non, mais par exemple, je sais pas, quelqu'un associé. qui souhaiterait être, je sais pas, salarié, même de façon à temps partiel, est-ce que toi, tu te verrais accepter ou tu dirais non, c'est pas pour moi? Non, il y a moyen, hein, je veux dire, il y a des possibilités comme ça. Dans la vannerie traditionnelle, ça, je veux dire, on va revenir à ça. J'ai vu que notamment en France, en Picardie, notamment ici, l'atelier qui a fabriqué le cercueil de Brigitte Bardot, eh bien, eux, ils ont un atelier avec des salariés, par exemple. Et ils viennent de créer un CAP tout récemment, là, en automne. En lien avec leur entreprise ou... Dans la vannerie. Parce que comme ils ont dit, le constat, c'est qu'il reste une école nationale de vannerie en Champagne-Ardenne, plateau de Langres. Mais la France, c'est grand, hein, donc c'est un grand territoire. Et donc là, ils ont créé, leur entreprise a créé un CAP. Et ça veut dire que les apprentis, au bout de 3 ans, ils sont susceptibles de devenir salariés d'entreprise. D'accord. Donc, ils sauvent une entreprise, ils sauvent un métier, une filière. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais dans ce cas-là, ils font beaucoup de fonctionnels, de vannerie utilitaire. Ils travaillent notamment pour des boulangers, des chaînes de boulangerie, des choses comme ça. Oui, il y a peut-être un peu moins de créativité, comme c'est plus gros. Oui, c'est plus de la vannerie, je veux dire... utilitaire, comme tu dis. On va dire industriel, mais en tout cas, c'est important, c'est bien que ça continue à vivre, surtout. Oui, un métier qui a failli disparaître. Hein. Si c'est une des façons de faire durer bien sûr. tous les savoir-faire, c'est intéressant. Et quelle a été la façon qui a permis de développer ton activité? Est-ce que ça a été le bouche à oreille? Est-ce que c'est en faisant des festivals ou des stands ou, je sais pas, quelle est la façon qui t'a permis de te faire connaître? Oui, c'est vraiment beaucoup du bouche à oreille. Et une des premières fois que j'ai vraiment été au public, c'était une exposition dans la commune de Tintigny où j'ai participé, des artisans comme ça. Et à la suite de ça, le directeur du centre culturel de Rossignol est venu vers moi et m'a demandé si je voulais bien animer des ateliers de vannerie. Ce que j'avais jamais fait, donc je me souviens encore de la voix blanche que j'avais lors du premier atelier. Et puis c'est comme tout, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le 10e. Et puis après on prend confiance. Oui, voilà. Et on se rend compte que... on se sent plus à sa place. Voilà. Et puis surtout, on sent l'intérêt, la curiosité du public aussi. On sent vraiment le sens et le rôle qui est là à jouer, quoi. Oui, que ça a vraiment, j'allais dire un impact, mais c'est pas vraiment le mot, que c'est quelque chose de concret, quoi, qui sert à quelque chose et c'est pas dans la futilité, quoi. Ça a vraiment ça a du sens. Une utilité. Et surtout, ça rappelle souvent à la plupart des personnes qui viennent en atelier, ils ont vu souvent autour d'eux des grands-pères, des voisins pratiquer. Et soit ils n'avaient pas envie de le faire à ce moment-là, ou la personne a disparu. Et là, donc, ça permet vraiment d'approcher vraiment. Et comme je le dis souvent, avant de courir, on marche, et des pieds pour marcher, des mains pour toucher. Donc,
le plaisir d'essence, il est vraiment palpable et ressenti dès la première rencontre. Et du coup, pour apprendre la vannerie, toi, ça t'est venu par ton voisin, je pense, c'est ça? Oui, en partie, Enfin, il y avait des voisins autour de chez moi, oui. Mais Et aussi, plus loin que ça, il y avait mon grand-père qui est devenu aveugle. Et je le voyais tresser des cordes, des grosses cordes à ballots, comme on disait, dans les années 70, 80. à partir de quelle matière, ça? C'était les cordes, je pense que c'était du sisal à l'époque, dans les années 70, 80. Les cordes qu'on mettait autour des ballots de paille. Et sisal, si tu sais expliquer ce que c'est un peu? Alors c'est une fibre on va dire comme une agave. Elle a des longues feuilles. La gaffe comme au Mexique? Oui, voilà. Ah, ok. Elle a des longues feuilles. Et donc le squelette, un peu le fil, c'est des filaments, Ouais. ce qui fait tenir Voilà, la plante. charpente de la Voilà. tige, c'est ça qui est utilisé. Oui. Voilà, donc Et du coup, il le fait sécher et puis il effiloche ou? voilà, on fait sécher. En fait, c'est un peu le point commun de la plupart des fibres longues qu'on a utilisées pour faire de la ficelle, des cordes. Donc c'est des longues fils. Chez nous, il y avait carrément, si on dit le lin ou le chanvre, donc c'est aussi le même procédé. Hein. La fibre de tilleul aussi a été aussi utilisée pendant des Ça, c'est siècles. l'écorce du coup, le tilleul. C'est ça. C'est l'écorce et une partie de la fibre en dessous. Et donc le principe, c'est qu'il faut les faire rouillir, donc ça veut dire qu'on les fait tremper dans l'eau plusieurs semaines pour détacher l'écorce de la fibre. Parce que l'écorce, elle n'est pas vraiment... Un peu comme l'osier pour la vannerie, pour enlever l'écorce, tu le fais un peu tremper, c'est ça? Ah bah non, parce que Non. l'osier, on enlève toute l'écorce, ça veut dire l'écorce extérieure et la partie qui colle dessus. D'accord. Et on ne garde que la tige. La tige. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est le procédé de Ah oui, trempage. oui. Tu Non. fais les deux trempés, non? Non, parce que pour l'osier, on remet en végétation. Donc ça veut dire on va remettre comme de l'eau dans un vase, la capillarité, et ça va alimenter la montée de sève, et après on retire et on détache là. Alors qu'ici, tout ce qui est chanvre, lin et tilleul, on immerge complètement dans l'eau, D'accord. les écorces. Oui, immerger pour le- entièrement pour l'osier, c'est quand tu veux le travailler Voilà. pour faire les paniers. Voilà, là il a été séché, Ouais. donc soit on utilise l'osier brut entier à l'état frais, soit on va le remettre en végétation pour faire de l'osier blanc, enlever l'écorce, ou soit on va le laisser sécher complètement, des semaines, des mois, ça dépend un peu le calibre, et la cellule va mourir. Et quand on voudra le réutiliser, bien sûr, il est sec et cassant, et donc dans ce cas-là, on doit le réhydrater complètement. Entièrement, hein. Si c'est réhydraté jusque-là, la partie qui ne sera pas dans l'eau sera sèche et cassante. Voilà, c'est vraiment retrouver un récipient plus large et plus haut que la botte qui doit être réhydratée et réassouplie. Ok. Et pour revenir au corps de De tilleul, mon grand-père. Ouais. Là, c'était donc du sisal, une fibre exotique. Mais il faut savoir qu'à l'origine, c'était des fibres locales. Donc on parlait du lin, du chanvre, de la fibre de tilleul qui poussait chez nous. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore de ballotteuse, j'imagine. On faisait à la main, non? Enfin, les Alors, cordes pour les ballots. Les cordes pour les ballots, au début, c'était du métal. À Azan, il y a le musée des vieux métiers. C'est quelque chose que je te conseille vraiment d'aller voir, le village des vieux métiers à Azan, C'est en près Meuse, d'où ça? Ah, en Meuse. en toute Verdun. Ok. Et donc, c'est tous les Mais dimanches. c'est côté français, du coup. Oui. Ok. C'est tous les dimanches en mai et aussi certains dimanches juillet-août. Et donc là, c'est un village vivant des vieux métiers. Et donc, on voit tous les métiers en activité. Et donc là, il y a toute la moissonneuse, toute la ferme à l'ancienne, avec les chevaux. Et on voit les différentes machines aux différentes époques d'évolution, de progrès. Et donc, il y a une botteleuse. Donc, c'était d'abord récolter le foin et la paille donc à la main, en botte, en vrac. On les stockait en vrac dans des greniers, dans des fenils.
D'ailleurs, fenil, je pense que ça vient de foin, hein, il me semble, ce terme. Ouais, les fenaisons. Voilà. Ouais. Et donc, on stockait en vrac. Et ensuite, je pense que ça a été l'évolution des fermes aussi. La façon dont on a organisé une ferme. La mécanisation, je pense, a joué aussi. On a commencé à faire des ballots. La mécanisation de récolte aussi dans les champs. On a fait des ballots. Et donc voilà, il y avait ces cordes-là qui servaient donc de lien. Et mon grand-père tressait. Comme il était aveugle, il tressait ces cordes-là. Et ma grand-mère les cousait ensemble pour faire des paillassons. Ah. Et il y a quelques mois, il y a une personne qui est revenue vers moi. Elle se souvient, elle avait encore chez elle un paillasson fabriqué par mon grand-père. C'était émouvant. Elle me dit là, il y a très très longtemps. Bah oui, c'est résistant. Et tout à l'heure, tu parlais du CAP en France. En France, est-ce qu'il existe un diplôme de vannier? Ben, là, de l'école Ouais. nationale de vannerie, il y a des Parce que- formules de. Tu peux faire un stage d'une semaine, d'un mois, mais sinon, vraiment la formation certifiante, oui, voilà, c'est au moins 3 ans, au moins 3 ans. Parce qu'il y a osériculture, pour te lancer, parce que la plupart des osériculteurs sont également vanniers, comme ils ont en France aussi la formule paysan boulanger, ça veut dire qu'il y a toute la chaîne. La personne qui va produire les céréales, elle fait Ouais, aussi tu le utilises pain. ta propre matière Voilà. première Voilà. pour ton travail en vannerie. Mais en Belgique, c'est pas reconnu, ça, Non. les professions osériculteurs, Non. vanniers. Alors qu'il y a eu aussi, hein, il y a, surtout dans le nord du pays, et puis même ici, donc à Saint-Marc, mais ils sont venus, ceux qui sont venus à l'origine à Saint-Marc, on dit, ça, c'est un peu l'image d'Épinal, que c'est les familles Saussus qui viendraient de France, que le nom Saussus viendrait de Saule. Mais personnellement, je ne suis pas sûre, parce que ça peut être le sel aussi, le saunier, l'once-le-saunier dans le Jura, Ah oui, ouais. la sauce. Donc, il y a des nuances aussi. Et donc les vanniers de Saint-Marc sont arrivés de France, du Luxembourg. Selon toi, quel est l'avenir de la vannerie? Ben Je voilà, sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais Non. qu'est-ce que tu en penses? c'est en train de renaître, justement. Il y a vraiment un regain d'intérêt, parce que c'est un métier qui a failli disparaître dans les... Voilà, déjà, si on regarde les revues historiques ici en Gaume, c'était... après la Première Guerre mondiale, la guerre a déjà pris beaucoup d'hommes et de bras, hein. Et puis il y a la Deuxième Guerre mondiale qui a pris aussi des mains, des bras. Et donc il y a eu l'arrivée tout doucement voilà, de la mécanisation, les machines. La ferme avait moins besoin de récipients. Le vannier, à l'origine, fabriquait ce vent. Donc le vent, c'est un grand panier qui sert à trier le grain. Donc, s'il y a la mécanisation, les machines font ça à la place de l'homme. Donc il y a moins besoin de ces machines, de ces objets-là. Et dans d'autres usages aussi, hein, il y avait beaucoup de paniers pour différentes fonctions à la ferme. Et dans d'autres métiers aussi. Puis il y a eu le plastique, puis l'ouverture du canal de Suez, l'arrivée de la TVA dans les années 70. Et tout ça, Et ça a plombé. ici, Ouais. ici en Europe. Ouais. Parce que tous ces métiers-là, ils ont été délocalisés en Asie, dans les pays de l'Est, où le prix de la main-d'œuvre, en fait, on revient toujours à ça. Donc, pour reparler un petit peu de ce que tu penses de l'avenir de la vannerie, Oui. parce qu'on a un peu parlé de comment c'était avant Mm. et ce sur quoi ça a débouché. Oui. Mais comment tu vois Ben, je le vois très bien, parce que futur. vu l'engouement depuis quelques années, l'intérêt, notamment des jeunes, parce que ça a du sens, c'est ancré vraiment, quand on parle maintenant de travailler avec du local, du durable, on est vraiment dans ces valeurs-là, mais quelque part on n'a rien inventé, c'est quelque chose qui était ici depuis toujours, donc il y a les terres qui conviennent, il y a les savoirs qui sont là, donc comme on dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient aussi, donc il y a eu cette... donc fin des années 80, voilà, 90, il n'y avait plus vraiment de vanniers. Les derniers vanniers de Saint-Marc Saussus avaient disparu, étaient morts. Et depuis les années 2000, donc il y a un regain d'intérêt. Et voilà, je pense que le fait de s'être lancé dans ce métier-là,
justement, si je ne sentais pas qu'il y a il y a un intérêt, il y a moyen de vivre, je n'aurais pas pris ce chemin-là. Ouais. J'aurais continué mon chemin d'employé. Et tu vois plus l'avenir de la vannerie dans quelque chose de créatif, d'utilitaire, un peu des deux? Oui, oui, les deux. Les deux? Comme on travaille moins, il y a plus de temps de loisirs, donc si on parle de terrasse, de piscine, si on parle de ça à nos ancêtres, même il y a 50 ans, c'était pas vraiment concevable. Alors que maintenant, il y a de plus en plus d'endroits de détente, de jardins d'été, de jardins d'hiver, d'endroits pour se délasser, se reposer. Donc là, toute la déco, tout le domaine décoratif, les magasins de déco qui vont avec ça aussi, c'est lié aussi à toutes ces Tout places. ce qui peut être en lien avec le potager, ça peut être très utile, j'imagine. Oui, aussi, voilà. On fait Parce qu'il y a aussi ce retour un peu à la terre, Oui. dans tous les sens du terme. Oui, il était temps. Hein, Oui, c'est se reconnecter au vivant Oui. et aux vraies choses. Oui. Aussi. Et essayer de revenir à quelque chose de plus terre à terre. Simple, oui. La simplicité et organique. Parce qu'on est aussi organique, nous. Donc, on vient de la terre aussi. Donc, Ouais. et quand on est en lien avec la terre, justement, il y a des liens qui se créent inconscients. Parce c'est très récent de ne plus être en lien avec la terre. Si on regarde depuis que l'homme est sur terre, de dire travailler dans les bureaux, faire du tertiaire, c'est très récent dans l'histoire de l'homme. Ouais. Bah, c'est au XXe siècle que ça a commencé. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que ça crée tout un tas de problèmes et de troubles d'être déconnecté au vivant, oui, bien sûr. et à la nature. C'est un peu comme si on se déconnectait de nous-mêmes, j'ai l'impression. Ah oui. Et C'est François Coupland, le grand botaniste, qui notamment parlait de la cuisine sauvage, qui a édité des livres, le botaniste français. En interview, le journaliste lui dit, mais il ne faut pas que c'est une mode, comme ça, les gens qui s'intéressent à la nature, qui reviennent. Il a dit non, plus on va aller dans l'abstrait, dans le virtuel, dans l'artificiel, et plus les gens auront besoin de revenir justement à ce lien à la nature, à cette connexion. Enfin, connexion, je n'utilise plus trop ce terme-là, parce que c'est quand même lié aux appareils électroniques. Hein. si un de tes enfants te disait qu'il souhaite se lancer en vannerie, tu l'encouragerais? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Enfants, ils ont pratiqué un petit peu, hein, et maintenant, c'est vrai qu'ils se destinent à des chemins aussi vers l'environnement. Donc, ils ont quand même été nourris de tout ça par leur papa et leur maman aussi. Ouais, ça reste quand même en lien. Oui, bah oui. Ils sont très proches de la nature. Pour toi, ça prend combien de temps pour se former et véritablement devenir vannier professionnel? Ben voilà, si l'École nationale de vannerie existe depuis très longtemps et renseigne quand même 3 ans, c'est que c'est quand même nécessaire. Ouais, c'est vraiment le bagage de départ, c'est ce qui permet d'avoir les bases solides. Oui. Et L'osériculture, voilà, je crois que c'est l'osériculture et utiliser donc la matière qu'on a produite. Et donc ça, c'est important de suivre. Ça, c'est traditionnellement, mais je veux dire, on pouvait aller dans différentes personnes qui ont suivi, elles aussi, des cours avec des anciens vanniers, oui. Et si quelqu'un vient te voir en te disant qu'il veut se lancer, tu lui conseilles de faire quoi? D'aller se former, d'essayer de pratiquer d'abord pour son plaisir? Enfin, qu'est-ce que tu lui donnes comme étape pour essayer d'arriver Alors, il faut déjà savoir d'où il vient, parce que je veux dire que par exemple dans le maraîchage, d'avoir eu, moi, un parcours linéaire en horticulture, voilà, d'avoir un peu été dans tous les domaines aussi des végétaux, des cultures. Parfois on idéalise la chose, on se dit, voilà, ouais, ça marche, je vais vendre le mode dosier, ça va aller. Par exemple, pareil, des reconversions, comme on dit, des bifurqueurs, comme on dit aujourd'hui aussi, qui se lancent dans le maraîchage, voilà, ils idéalisent le truc, alors que... Ouais, ils ne voient pas les côtés négatifs c'est ça. Et les contraintes. Voilà, et de plus en plus, maintenant, on a des années sèches.
chaude et sèche même si le sous-sol est suffisamment humide, l'air est chaud et sec et brûle les feuillages. Ça arrive. Mais sinon, donc, dans le domaine de l'osiericulture, ce sont des cultures, donc ça veut dire que c'est important d'avoir une vision globale de tout le métier. Ça ne s'improvise pas. Et quelqu'un qui me dirait « Ah, j'ai tout plaqué, je me lance là-dedans », je dirais que c'est quand même un petit peu, je ne vais pas dire immature, mais qui manque un petit peu de recul et de réflexion, de discernement. C'est comme, voilà, au printemps, on anime des ateliers de plantation, des choses comme ça. Si quelqu'un est intéressé, je dis, consacrez déjà une parcelle à l'osier, plusieurs variétés, plusieurs espèces, et vous verrez comment ça se passe, le temps que vous avez à y consacrer, ce qui a bien poussé chez vous aussi. Donc c'est important. Et pour toi, les deux vont nécessairement ensemble, osiericulture et vannerie, ou si quelqu'un, je sais pas, veut se lancer en vannerie et se sent pas forcément apte ou simplement l'envie de faire de l'osiericulture, non, bien sûr, non. Justement, l'alternative, c'est la vannerie sauvage qui permet de pratiquer la vannerie avec l'autonomie des ressources, que ce soit donc des écorces, des racines, des feuilles, des pailles, des herbes, qui permettent quand même de faire de la vannerie, même si on n'a pas l'osier. Mais l'osier reste quand même la base, dans le sens où c'est pour faire des carcasses, des ossatures, des bases, il faut quand même des branches assez épaisses. Et si on n'a pas l'osier, il faut quand même des choses aussi denses au niveau de la fibre. Et c'est pas possible de simplement se fournir en osier d'un osiericulteur ah oui, si, bien sûr, tiers, oui. et puis faire sa vannerie soi-même. Oui, bien sûr. C'est peut-être moins rentable, j'imagine. Ah c'est sûr qu'en plus maintenant, on dit que tout est de plus en plus cher, c'est normal. Et pourquoi l'osiericulture ne serait pas alignée sur le coût de la vie, puisque maintenant, si on a des machines, il y a du carburant, il faut rentabiliser toutes ces machines-là. Donc, oui, c'est toujours en lien avec l'énergie, souvent le pétrole, qui est un peu le sang de l'économie et qui ruisselle sur toute l'économie. Oui. Donc c'est normal que si quelque chose augmente... Et je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui fait qui cultive ces parcelles d'osier avec des chevaux en France. Il me semble que j'ai entendu ça. Et donc ça c'est pour entretenir entre les allées, c'est ça? Oui, entretenir, récolter, évacuer les cultures, les récoltes du champ. On peut s'aider avec les animaux. Et ça, pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas l'osiericulture, ça ressemble à quoi? On va dire, si on a un champ de betterave, un champ de maïs, un champ de culture, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on a planté, suivant, donc on a préparé le sol, un peu comme si on faisait son potager. On a tracé des lignes, voilà, et puis on a planté des boutures. Les boutures, donc c'est des bouts de bois, comme des rameaux. Voilà, des bouts de bois autour de 20, voilà. Parfois on les appelle des tacos apparemment. Des tacos? Oui, en France je crois qu'il y a des termes comme ça. Mais il y a différents termes, hein, donc on met ça en terre au printemps, donc, et ça va pousser. Et donc ces plantes-là, ces boutures-là, on les met assez serrées, hein, tous les 15 cm. Donc on peut simplement couper une branche de saule. Voilà, une tige qu'on va détailler en plusieurs bouts de bois, hein, des boutures, voilà. Donc là, pour ceux qui écoutent simplement l'audio, Marianne est en train de couper un brin de saule. Voilà. Par exemple, ici j'ai 3 de cette variété-là, donc le Viminalis, le saule vert, une variété vraiment traditionnelle d'osier. Et donc ça, on va le planter à intervalles réguliers, voilà. et faire des lignes. Et c'est ça qui va nous donner le champ d'osier. Voilà, en ligne. Donc on reprend, on a simplement ton voisin qui est venu toquer à la porte. Toquer. Du coup, je ne sais plus exactement de quoi on parlait. La plantation. Ouais, de l'osiericulture, avec le fait que c'est simplement des boutures qui sont plantées
en ligne Voilà. après la préparation d'un terrain. Oui. Ensuite, voilà, espacé voilà, de 80 cm en général entre chaque ligne. Pour Ouais, pouvoir, l'interrang. oui, pour pouvoir passer avec une machine pour entretenir et ensuite pour... C'est pour cette partie-là qu'utilisaient les chevaux, entre Mais oui, l'interrang. oui, parce qu'à l'heure où on parle, il y a peut-être des endroits sur Terre qui ne permettent pas d'accéder avec des machines non plus. Et puis les machines, ben voilà, c'est des coûts aussi c'est des coûts aussi de... Mais par contre, les chevaux, tu ne peux pas les utiliser pour, au moment de la récolte. Parce Si, que- hein. si. Ben si. Si, parce que... Ah oui, pour mettre les bottes d'osier. voilà. Ah oui. Et Mais puis couper, là- tu dois quand même le faire toi-même. Il n'y a pas de machine tractée par des chevaux qui Si, permettent. il y a moyen. Si, je pense qu'il y a Ah, moyen ok. d'adapter ça. Comme ils coupaient les céréales, il y avait des barres faucheuses. Oui, c'est vrai. Ben si, on peut toujours tout adapter. Hein. Ouais. Le génie humain est sans limite, donc quelque part. Et donc, l'osier, l'arbre, à l'origine, c'est le saule, il pousse quasiment partout sur Terre. Même en Arctique, on le trouve. Et là, il est tapissant, et il fait quelques centimètres par an, c'est pas une grande plante. Sinon, le saule chez nous, le saule blanc, mesure autour de 20 mètres de haut. Et l'homme a réussi à. Oui, quand tu remarquer. plantes l'osier, en une année, il peut faire 3 mètres. Voilà, c'est des pousses. C'est pour ça qu'il y a une puissance racinaire, parce que ce sont des arbres. Et donc, ici, on utilise l'osier, mais dans beaucoup de pays aussi, il est utilisé. Parce qu'il pousse quasiment partout. Même en Afrique, on trouve du saule, hein, de l'osier. Hein. Il y a des cultures aussi. Donc le saule, c'est l'arbre sauvage. Si je parle à un botaniste, à un jardinier, on va parler du saule, du salix. Ouais, c'est Et- le genre salix. Voilà. Et une fois qu'il va être cultivé par l'homme, on l'appelle osier. Osier, une oseraie. L'osériculture, un des domaines de l'agriculture. Voilà, une oseraie. Mais par contre, on peut aussi utiliser du saule qu'on trouve dans la nature. Bon, il sera peut-être moins beau que celui vraiment dédié Oui, bien sûr. à la vannerie, parce que pas cultivé exactement de la bonne façon pour avoir des beaux brins bien Bien droit, oui. droits. Et... Trier, voilà, c'est ça. une culture. Donc une Oui. culture, celui qui cultive et qui fournit des pommes dans un commerce, bah, les pommes, elles sont triées. Mm. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont un calibre, un aspect, voilà. Et l'osier, c'est pareil. Donc ça correspond à un standard, à des critères. Parce que là, ce qu'on veut pas, c'est d'avoir des fourches, enfin des branches sur les côtés, Oui. simplement avoir un seul brin. Ramifié, il ne faut pas que ce soit ramifié. Parce que s'il y a des fourches, bah, ça veut dire que la tige qui a fourché, ça veut dire qu'elle a émis des hormones justement de croissance pour fourcher. Et ces parties-là sont souvent cassantes. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des Oui, et brins puis pour cassants. tresser avec des fourches ou des ramifications, c'est très compliqué, Oui, c'est moins pratique. voire pas possible. C'est moins pratique, oui. Et aussi, donc, qu'est-ce que je voulais dire avec le saule aussi? Oui, c'est ça, on en cultive partout sur Terre. On dit qu'il n'y a que l'eau qui l'arrête, le saule. Donc elle a... Ouais, il y a besoin de beaucoup d'eau Oui. pour Alors, qu'il puisse se développer le de façon sous-sol doit adéquate. être humide, mais il ne faut pas qu'il ait les pieds dans l'eau toute l'année. Ouais. C'est pour ça que c'est important. On a dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, on dit bah oui, le saule, il faut de l'eau. Non, c'est pas qu'il faut de l'eau, c'est qu'il a un sous-sol. Le sous-sol doit être humide. Quand on l'a planté près de l'eau, c'était pas vraiment pour avoir de l'osier, parce que l'osier sera les pieds dans l'eau en permanence, il va faire beaucoup de moelle et il sera cassant. Donc, quand Donc on ça, l'a c'est pas planté, bon pour la vannerie. non, bah non. Quand on l'a planté le long des cours d'eau, c'était pour tenir les berges. Quand on voit les saules têtards et des formes comme ça, c'est Oui, parce que les là, racines c'est pas tiennent- grave s'il y a de la moelle. Voilà. C'était plutôt la fonction de croissance de l'arbre, le système racinaire qui sert de filet de rétention pour tenir les terres, tenir les berges. Et pour les cours d'eau à bas débit, eh bien, là, ça a carrément fait les racines tapissent le lit de la rivière et créent des frayères, donc des zones de reproduction pour les poissons et les petits insectes, comme on dit, les passepières qui vivent là-dedans, les crevettes et tous des organismes vivants de la rivière. Et des ruisseaux, des cours d'eau en général. Pour toi, quelle est la principale qualité pour faire de la vannerie?
Est-ce qu'il faut quelque chose... La qualité humaine. Oui. Est-ce qu'il faut avoir un certain don pour la patience? Est-ce qu'il faut être plutôt méticuleux? Pour toi, qu'est-ce qu'il faut en qualité principale? Oui, la patience, c'est déjà énorme. Bah, je veux dire, dans les activités manuelles, c'est quand même quelque chose qui est quand même important d'avoir au départ. S'il y a déjà un intérêt, une curiosité, une envie, en un mot, en deux mots, eh bien, le reste suit, je dirais. Quelqu'un qui s'intéresse, qui a envie d'approcher cette pratique-là, cet artisanat-là, c'est qu'il y a déjà... Oui, un peu comme dans tout, si on a une certaine forme de passion, oui. Bah, c'est déjà un peu gagné, quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment d'effort, Ouais. parce que ça fait partie de l'épanouissement et du bonheur qu'on a à faire cette activité-là, quoi. Comme quelqu'un qui travaillerait le cuir ou ou d'autres matières. Mais par exemple, quand tu fais un panier, ça te prend combien de temps? Ah ben tout dépend donc Oui, du volume. Du volume, de la composition. Si je fais 100% en noisetier et 100% en osier ou avec de la vannerie sauvage qui a 10 espèces dedans, bah, si j'utilise des plantes différentes, imaginons, voilà, je dis par exemple la pervenche, du genêt, du cornouiller, donc c'est toutes ces plantes-là qui vont pousser dans des environnements différents, donc je vais aller chercher toutes ces plantes-là dans des Ça doit être différentes. à chaque fois frais pour être tressé? Pas vraiment, non, il faut vraiment quelque chose, comme on dit, que ça ressuie un petit peu, ça perde un peu de l'eau. Sinon, si on fait un objet avec de la matière trop fraîche, de l'osier ou d'autres plantes, aujourd'hui il est bien serré, et dans un mois il est comme ça. Ça veut dire que chaque tige qui le constitue va se rétracter. Ouais. Je donne parfois l'image de la pomme sur la table, dans la cuisine. Après un mois, si elle n'a pas pourri, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a flétri, ouais. Elle a perdu de l'eau. Ouais. Ben, ici, les végétaux, c'est pareil, ils sont constitués principalement d'eau, et donc... Et le panier il va avoir des trous, ça va faire plutôt une nasse. Voilà. Alors c'est bien si c'est un objet de décoration qui va être posé à un endroit et qu'on n'y touchera plus, mais si c'est un objet utilitaire qui va être souvent manipulé, qui va supporter du poids à l'intérieur, c'est important qu'il soit comme ça et qu'il reste comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a deux écoles. La traditionnelle, vannerie traditionnelle, on fait sécher complètement les fibres, la cellule va mourir et on retrempe la tige pour la réassouplir. Ça dépend de la saison. Et là, il faut le laisser un certain temps. Ça ne peut pas être trop mouillé. Ah non, ouais. Si c'est trop, ouais. ça pourrit. L'écorce va commencer à fermenter, ça va vraiment commencer à se dégrader. C'est une tige morte. Donc, et là, ça dépend les variétés, donc les différents osiers, ils n'ont pas tous la même fibre, pas tous la même écorce, plus ou moins épaisse. Ça dépend un petit peu aussi de la saison de trempage. Si je vais tremper dans une fontaine publique en été, la température sera différente de l'hiver. Donc il faut tenir compte de ça aussi. On tient aussi compte de l'épaisseur, du calibre, de la longueur, et toujours donc tester. Si par exemple l'eau est plus froide, qu'est-ce que ça change? Il faudra plus de temps. Plus de temps? Ouais. Et voilà, ça... pour regarder que ça n'abîme pas non plus la fibre aussi, quoi. Que ça n'endommage pas la fibre. Et pour reparler de la vannerie sauvage, qu'est-ce que tu peux utiliser? C'est à chaque fois des éléments que tu trouves dans la nature, du coup? Oui. Alors, je faisais la réflexion l'autre jour, j'entendais parce que je suis en train de lire un très très beau livre qui s'appelle Éloge de la haie. C'est pas vraiment une donc de la haie des bocages? Voilà, de la haie, H-A-I-E. Et vraiment, c'est passionnant parce que c'est une dame, c'est édité par Philosophie Magazine, donc c'est pas du tout son approche de scientifique ou botaniste. Ouais. Non, elle le dit d'ailleurs, elle n'est pas spécialiste ou scientifique. Mais il y a vraiment une super approche de la haie dans le sens, voilà, elle fait partie de l'homme aussi, de souligner des espaces bocagers, des jardins. D'ailleurs, c'était comme ça qu'étaient avant les campagnes. Oui, c'est ça dessine les courbes. Le livre démarre dans le paysage en Angleterre, et c'est vraiment, une fois qu'on commence à lire ce livre-là, c'est passionnant. Et donc, quand j'étais en train de lire ce livre-là, je me disais, pour revenir à la vannerie sauvage, parce qu'on trouve beaucoup de plantes utiles à la vannerie sauvage dans les haies,
Et je me disais, ah ben tiens, maintenant, je vais me dire, on parle de l'homme des bois, eh ben, je vais être la femme des haies. Voilà. Comme ça, parce que si on regarde j'ai inventé un peu un panneau ici qu'il y a derrière moi, qui reprend un petit peu, comme je dis, une liste non exhaustive des plantes qu'on peut utiliser, donc ça, des écorces, des racines, des pailles, des herbes. Eh bien, on en trouve plus de la moitié. Donc, il y a à peu près une 22 espèces qui sont reprises là, sur le panneau. Et on en trouve au moins la moitié dans des haies. D'accord. Donc, si je parle dans les plantes grimpantes, le chèvrefeuille, le houblon, l'églantier, la clématite sauvage, c'est déjà des plantes grimpantes qu'on trouve dans les haies. Et quand tu fais un objet en vannerie sauvage, c'est à chaque fois tu mixes plusieurs matières Oui. ou alors non, pas forcément. Bah, ça dépend. Ça dépend l'inspiration, ça dépend parfois si on me l'a demandé aussi. Tiens, une personne dit bah, j'aime beaucoup le cornouiller sanguin parce qu'il a des belles nuances de rouge, de rose, de vert sur une seule tige par exemple. La ronce c'est pareil. Elle a vraiment des nuances donc on voit le côté du soleil, c'est la partie qui est rouge. Comme nous on va longtemps au soleil, bah, coup de soleil on va dire que c'est ça. Hein. Sur les fruits par exemple, les parties, il y a plus de taches rouges sur les fruits, sur l'abricot, la pomme, faut choisir toujours ces fruits-là parce que c'est les plus ensoleillés, les plus sucrés. Parfumés. Oui, sucrés et surtout parfumés, ils ont eu le soleil. En vannerie, si on ne cultive pas soi-même son osier, est-ce que c'est facile de trouver la matière première? Donc à partir de plantes sauvages, on parle ici. Là oui, on parlait de vannerie sauvage. Bah, les deux, que ce soit la vannerie sauvage ou bah oui, c'est pour revenir un peu facile, c'est comme tout. Une fois qu'on démarre une activité, on apprend à rouler à vélo, à écrire, bah, la notion de facilité, ça demande toujours un petit peu de patience, d'aptitude et de persévérance. Donc pour progresser en vannerie sauvage, bah, c'est la pratique qui fait qu'on évolue. Donc, et moi, je conseille toujours à mes apprenants, parce que j'aime bien dire ce terme-là, et pas dire les stagiaires ou le public en général qui veut venir apprendre. Je dis, j'aime bien écrire, donc ça veut dire que j'aime bien le côté ancien et une façon de mémoriser les choses aussi, qui est les anciens abécédaires téléphoniques. C'est des pages avec A, B. C'est un cahier vierge, comme un cahier d'écolier, on va dire, mais chaque fois avec A, B, C, D. On trouve à différentes parties du cahier les différentes lettres. Et donc à chaque lettre, j'ai mis les plantes sauvages qu'on peut trouver. Donc ça veut dire, par exemple, on parlait du cornouiller, et ben voilà, je note les endroits où j'en ai trouvé dans mon environnement. Ouais, tu fais une petite cartographie, si on veut, un inventaire des zones où je peux en récolter. Des sources potentielles. Et pour moi, j'ai déjà cité ce mot, la diversité. Un peu comme quand tu fais de la cueillette aux champignons, tu as tes coins. Oui, ben voilà, exactement. Oui, on peut dire ça. Et après, bah, tu peux les retrouver en fonction des années. Oui, et surtout, diversité. Quand je vais récolter, je ne vois pas que je suis passée. Ce n'est pas du tout mon intérêt de faire une mise à blanc, de couper tout. Et alors les anciens disaient aussi de façon sage et un petit peu solidaire, c'est que j'en laisse pour les autres. Oui, et puis quand tu coupes tout et qu'il n'y a plus rien, bah, forcément l'année d'après, même pour toi, c'est délétère si tu fais ça. Donc, Mais surtout, comme par le passé, il y avait plus de personnes qui pratiquaient la vannerie en campagne, de se dire j'en laisse pour les autres, pour les suivants, c'est quand même une grande ouverture. La notion de dire d'individuel, c'est quand même très récent aussi. Hein, donc ce côté solidaire et partagé. Et c'est aussi une question parfois de survie, parce que comme il n'y avait pas les paniers, il fallait les fabriquer. Si on ne fabriquait pas de panier, j'en avais pas pour transporter le bois, les pommes de terre ou tous les usages domestiques. Oui, ben, quand tu parles de ça, ça me fait penser parce que dans la rue de ma grand-mère, il y a une dame qui a 101 ans et je suis allé la voir au mois de novembre et je lui demandais un peu, selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à ta jeunesse ou à avant.
Et elle disait c'est vraiment cet individualisme Ah ouais. et les gens avaient beaucoup plus d'entraide Ah ouais. selon son ressenti avant Mm. que maintenant et il y avait beaucoup moins cette individualité des gens et il y avait moins ce côté collectif, les Ah gens ouais. étaient moins prêts à s'entraider et c'est ça qui l'a marqué le plus et donc ça me fait penser à ça Ah ouais. quand tu dis ça. Mais oui. C'est lié aussi au confort matériel aussi, hein. Ouais, Parce que ouais c'est vrai que peut-être plus les gens ont d'objets matériels et plus ils se sentent un peu sans le besoin bah des oui. autres et Supérieur. ouais, Encore hier, une personne disait qu'elle avait de la famille à Charleroi et que là-bas, eh bien, elle habite ici et Tintini, elle dit ah bah oui, si j'ai un problème, je téléphone à la personne là-bas, et dans 2 heures, elle est ici pour m'aider. ouais, Alors que si je demande à un proche qui est dans le village d'à côté, il ne viendra pas, quoi. ouais. Ça situe, hein. C'est parce qu'ils ont encore cette solidarité, Ben oui, oui, et ça me fait penser aussi quand on dit c'est ceux qui n'ont rien qui sont Oui, le plus aptes à donner et ben oui, à accueillir les autres, ben, ça rejoint ça, bien sûr. le Mais fait de dire c'est une question de survie aussi, hein. ouais, c'est vrai, De se dire, parce que c'est très récent, chacun pour soi. ouais, C'est la phrase que je dis parfois à des personnes qui disent ah non, ouais, je suis bien chez moi. Ben oui, mais je dis c'est très récent dans l'histoire de l'homme. Si on a évolué depuis la préhistoire, c'est parce qu'on était tous ensemble. Tout seul, on n'aurait jamais évolué. oui, oui, et ben, j'avais justement en parlant de ça vu une étude sur les enfants ou les bébés, je sais plus, je pense que c'était plutôt des petits enfants et qui montrait que ben, ils sont en grande majorité plus aptes à coopérer Ah ouais. que Naturellement. oui, c'est ça, naturellement, Ah ouais. à aller vers les autres et essayer de s'aider Mm. que de se rejeter et, euh, De et faire tout seul, quoi. ouais, c'est ça. Ah ouais. Bah oui. Oui. Bah oui, on a vraiment cette nature de collectif, quoi, d'essayer d'aller vers les autres et s'entraider. Oui, l'instinct. Et puis bah, c'est comme ça qu'on arrive à faire des belles choses, sinon autrement, enfin, c'est pas très positif ce qu'on peut faire en s'éloignant les uns des autres et en essayant pas de se comprendre. Surtout ça aussi. Quand on a moins de contact avec les autres, on arrive moins à comprendre les autres et c'est là qu'on peut créer plus de problèmes. Oui. Oui, mais c'est ça. C'est ça aussi le vivre ensemble. Ouais. Ça fait partie de nos façons d'être et la paix, ben c'est parce qu'on connaît les autres, on vit avec eux. Ouais. Aujourd'hui, on dit, bah, les gens, il y a un mot qui revient dans les médias et de façon un peu générale, quand j'entends parfois autour de moi, c'est ce terme qui dit insécurité et alors il y a un terme particulièrement qui dit, je me dis c'est très récent ça, l'individualisme, voilà, mais ça c'est quand même lié au capitalisme, il me semble que c'est... Bah, peut-être aussi au numérique. Oui, mais qui à l'origine, renferme- c'est le capitalisme. Oui, Parce que oui, oui. il y a, dans les années 60, une dame de 70 ans qui me dit ah bah oui, la première télévision est arrivée dans la rue. Ouais, On allait lié la voir encore, chez, enfin on en revient au matériel et au... Oui, mais ils allaient la voir la télévision, peut-être 10 enfants du village, c'est une personne, mais celui qui vend des télés, il n'avait pas envie d'en vendre qu'une. Oui. Il avait envie d'en vendre dans chaque maison. Ouais. Donc voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est global, hein, c'est social, donc c'est global et Ouais. c'est historique, ça faut prendre tous les éléments en compte. Et puis ça reste en lien avec la société et tous les sujets de la vie. Aujourd'hui, tes proches, comment ils voient ton activité professionnelle? Ah ben ils sont heureux, ils voient que je ne mets pas d'huile là-dedans, et c'est quelque chose qui est... quand on leur en parle, ou quand ils en parlent, vraiment, ils sont animés par ça. Ils sont heureux, oui, ils sont heureux que... Ce terme aussi, de compersion, qui dit... la compersion, c'est quand on se réjouit du bonheur des autres, et donc c'est quelque chose de vraiment nourrissant, positif aussi, et quand quelqu'un est heureux
dans son activité, on rayonne. On rayonne Oui, c'est sûr. Et joie puis, et bien-être. quand on est soi-même bien là où on est et à sa place, c'est, je pense, la meilleure façon Mm. d'être bien avec les autres Ben oui, tout à fait. et son entourage. Mm. C'est, comme tu dis, la meilleure façon de rayonner. Euh, Petite question aussi supplémentaire, parce que je trouve ça intéressant. Quel genre d'enfant tu étais? Parce que je pense que, enfin, on reste un peu toujours les enfants qu'on Mm. était. Enfin, en Oui. tout cas, une part, c'est sûr qu'on évolue tous et qu'on change tous. Mais je crois que les enfants qu'on était, on en garde tous un petit bout. Bah oui, bah Et là je pense que j'ai gardé t'as gardé ton cette âme part d'enfant? d'enfance, parce que aussi loin que je remonte, je vivais dehors déjà, donc oui, d'être dans les champs, le long de la Semois, dans les bois, le long des ruisseaux, c'est quelque chose qui m'a toujours, aussi loin que je remonte, les petites filles, les vacances scolaires, c'était ça. Et maman m'a dit récemment, je me souvenais pas, ben non, j'étais toute petite, qu'une fois elle était partie. Bon, j'étais censée être gardée par quelqu'un d'autre à la maison. Et c'était en été, en juillet, elle était partie chercher des framboises dans un bois un peu plus loin. Elle était partie à pied de la maison. Et puis là, ben, je m'étais sauvée, en fait. Je voulais la rejoindre. Et c'est des scouts qui m'ont trouvée et qui ont rencontré maman en chemin, quoi. On a trouvé une petite fille. Et c'était moi, voilà. La première fugue. Mais surtout, voilà, j'étais très à l'aise dans la nature, surtout. Ouais. Et j'étais toute petite, elle dit, peut-être. Mais je sais pas si tu as 3 ans. entendu l'histoire, c'est deux frères en France qui, je sais plus si c'est pendant la guerre ou après la guerre, je crois que c'était après la guerre, euh, où leur maman les a un peu abandonnés, enfin mis dans un genre de pensionnat ou internat, et ils ont fugué et après ils ont vécu à deux plusieurs années dans la nature. Mais c'est incroyable. Et, enfin, on en a fait un film, il y a un livre, je pense, et ils étaient tout petits. Je pense il y en a un des deux qui avait 6 ans et l'autre un peu plus grand, mais Mm. enfin, Ouais, c'est fou quoi. ouais, Parce qu'ils ont vraiment survécu ouais. dans les bois, Mm. ils se cachaient, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les retrouve. Et, mais j'ai trouvé l'histoire incroyable. Bah oui. Je mettrai le titre dans la description du podcast, mais enfin, si je le retrouve, mais je pense que je le retrouverai. Mais j'ai trouvé l'histoire vraiment assez intrigante et intéressante. Ça alors. Et surtout, enfin, je me suis posé la question, est-ce que ça pourrait être possible avec un enfant Aujourd'hui? à l'heure actuelle? Parce que je pense qu'à cette époque-là, ben, les enfants et les gens étaient plus en contact avec Ah la bah oui. nature, Oui. avaient plus de capacité à se débrouiller Mm. et être autonome dans la nature, qu'à l'heure actuelle, j'ai pas Ah ouais. l'impression qu'un enfant, enfin des petits-enfants pourraient Ouais. survivre tous les deux dans les bois Bah ouais. toute l'année, quoi. Oui, c'est sûr que c'est des choses qui ont, de façon instinctive, ils ont sans doute été chercher ça en eux, et puis ils l'ont vu faire, ils l'ont vu. Oui, c'est une question de tempérament, mais d'éducation aussi. Aujourd'hui, ça me fait penser pour adultes, on organise des stages de survivalistes, alors que je pense qu'on est des survivalistes depuis qu'on est sur Terre. Ça aussi, c'est récent d'être à nouveau Ouais. détaché et de ne plus être en lien avec le sauvage. Mhm. Ben, c'est vrai que si tu prends un citadin, quelqu'un qui est né dans la ville, ben, ça lui paraît être une autre planète. Même à la campagne, hein. Oui, même à la Ah campagne, ouais, des parce qu'à l'heure personnes, actuelle, non. enfin, même les gens de la campagne, Mm. ils sont un peu des citadins, quoi. Enfin, ils s'en rapprochent. Bah oui, oui, parce que voilà, on nous a vendu ça comme un monde pratique et moderne et confortable aussi. Mm. Mais il y a une parole que je dis souvent à mon entourage, avant de pousser le caddie, posez-vous les questions, quoi, parce que tout ce que vous consommez là, tout ce que vous mangez, c'est ça aussi. Imaginons que, voilà, on parle de souveraineté alimentaire pour les pays du Sud, mais ici aussi, quelque part, il faut réapprendre. Il y a des choses qu'on ne sait plus, on sait plus faire, les gestes, Ouais. faire, quoi. Ouais, et puis, enfin, comme on dit, acheter, c'est voter, ou quelque chose Oui, comme ça. oui, oui, oui,
Et c'est sûr que quand on est un peu déconnecté, enfin qu'on va simplement au supermarché, qu'on se pose pas de questions, et Ben, c'est parce que c'est ce monde-là qu'on nous a vendu, hein, le monde moderne, ouais, pratique, aseptisé, mais bon, voilà, ça nous a amené aussi à tout ce monde de déchets et de les montagnes, la mer de plastique aussi, quoi. Donc tout ça, faut pas, je suis pas intégriste, hein, je veux dire, j'y vais aussi, ça m'arrive, mais oui, bah moi aussi, hein, mais il y a enfin, cette notion, cette conscience aussi, quoi. non, je suis pas en train de dire qu'il faut juger les gens et jeter la pierre. Enfin, je pense qu'on est tous un Mm. peu, enfin, on fait partie de la société, donc, Oui. enfin, on n'est pas parfait, mais je pense que déjà en avoir conscience, c'est déjà une bonne chose. Ah oui. Enfin, c'est se poser des questions en tout cas. Et puis bon, et ici, tout autour de nous, on a quand même, il y a moyen de se nourrir dans un rayon de 20 km avec tous des petits producteurs locaux. C'est ça, c'est une richesse aussi. Je pense qu'on se trouve n'importe où. On parle de ceinture alimentaire autour des villes et tout ça. Que vous écoutiez le podcast, la réalisation de lui ailleurs dans la région ou dans d'autres pays, il y a tout autour de soi, hein. Ouais. Il faut juste ouvrir les yeux, s'intéresser, Et puis aussi, curiosité. c'est une question beaucoup de choix parce que l'alimentation, c'est vrai que ça peut avoir un certain coût, tu vois, quand on dit manger local ou souvent c'est un peu plus cher. Et par contre, bah, enfin, si vraiment c'est important pour soi, je pense que même si on n'a pas des grands moyens, enfin, c'est une question de choix, quoi. Oui, On un peut choix de société, ouais. s'orienter vers une alimentation saine et locale si on en a la volonté. Enfin, en tout cas, Bah, c'est aussi, voilà, c'est aussi lié à notre monde. Tape à l'œil et voilà, on peut plutôt dire j'étais en vacances au bout du monde plutôt que manger une bonne carotte, quoi. oui, c'est ça. C'est ça aussi, voilà, c'est des choix de société, mais parce que la société nous renvoie à ça, que consommer à tout prix, et pour être heureux, bah, il faut consommer, il faut aller là, il faut faire ça, et on nous éloigne alors il y a aussi envie ou besoin, c'est ça aussi, hein. Mais non, j'ai besoin de ça, mais non, t'as pas besoin. Si tu regardes un peu, bah, c'est des envies, en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont induites, Oui, qui oui, on nous crée inconsciemment, on nous crée des enfin, besoins. t'as l'impression que t'en as besoin et au final, Non, on nous crée des besoins, hein. Bah, la chanson d'Alain Souchon, dans les années 90, Full Sentimental, c'est vraiment ouais, ça, hein. ouais. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir, de nous avoir plein nos armoires. Mais non. Il a tout résumé. C'est une super chanson, d'ailleurs, indémodable, cette chanson-là. Ouais, vaut mieux avoir des relations humaines riches plutôt qu'être le plus riche, quoi. Enfin, Ouais. on s'enrichit beaucoup plus dans les relations que dans le matériel, parce que le matériel, dans le fond, on peut pas lui parler, on peut le collectionner, c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, il y a quelques années, il y a eu un Oxfam qui a sorti un bouquin sur... on peut le citer sur Ikea. Là. Ikea, un modèle à démonter, ils ont appelé ça le livre. Et apparemment que les courbes de consommation en France étaient liées aux courbes d'antidépresseurs. Ça veut dire que ça prouve bien que si on ne... C'est pas parce qu'on consomme plus... Qu'on est plus heureux. Voilà. Et ça montre bien que justement... Après, bien sûr, c'est comme dans tout, il y a un seuil. Enfin, je veux dire, si tu peux rien acheter, là, c'est normal. Ah, non, c'est pas l'autre extrême, mais est-ce qu'on a besoin? Je veux dire, on oui, voit, bien sûr. À la déchetterie, qu'est-ce qu'on voit? C'est des choses bas de gamme, qu'on a eu des pulsions d'achat comme ça. On parlait de... Qu'est-ce qu'on parlait? De quoi? Je sais plus. Le côté consumérisme également, donc de l'attachement aux objets. Ouais. Le côté superficiel. Oui. Mais ça aussi, le fait... Donc à partir du moment où l'homme a pu construire, fabriquer en série, eh bien c'est à ce moment-là, je pense, que la considération du matériel est partie complètement dans plein de domaines et nous a détourné de la relation qu'on peut avoir avec un objet, parce qu'elle n'avait plus de visage. Dans chaque village, il y avait le tisserand, le sabotier. Chaque métier avait un visage. Ouais. La vannerie, pareil, ici, je dis ça comme constatation et par expérience au fil des dizaines, presque 20 ans. Et là,
Une fois que les gens ont appris à fabriquer l'objet, ils se rendent compte ce que c'est de le faire. Et ils n'ont plus jamais la même notion, la même approche et le même sentiment quand ils voient un panier fabriqué à l'extérieur. Parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Oui, ben c'est comme quand on fait soi-même les choses, quand on fait soi-même la cuisine, soi-même son potager, soi-même n'importe quoi, on se rend compte des choses et surtout le résultat, on en est fier et on a beaucoup plus d'attachement à ce qu'on peut réaliser que si on va acheter quelque chose au magasin. Parce qu'on ne connaît pas la personne non plus. Ouais. Donc ça, que ce soit le pain, on ne connaît pas qui a récolté les céréales, le pantalon qu'on porte, on ne sait pas qui l'a fabriqué. Et donc l'attachement à l'objet est différent. Je donne souvent cet exemple-là d'un retour de vacances. On a rencontré un potier, on a rencontré un artisan du bois. Eh ben, l'attachement à l'objet est différent parce qu'on a rencontré l'artisan, on a parlé avec lui, on a communiqué, on a vibré, on a fait connaissance. Et là, c'est parce qu'il y a le côté humain. On s'est connecté. Profondément humain, oui. On s'est connecté. Je ne vais pas revenir au numérique, mais... Au terme, oui. Et si, c'est ça. C'est fort le côté objet fabriqué par la main de l'homme. Ça nous relie aux autres, en fait, l'objet. Ouais. Pour conclure, si tu pouvais donner un livre qui t'a marqué dans ta vie et aussi une personne qui t'a marqué dans ta vie. Alors, un livre, le livre de La vannerie sauvage de Bernard Bertrand, ça c'est quand même quelque chose que je peux vraiment conseiller aussi à ceux qui veulent se lancer dans la vannerie sauvage. C'est vraiment... Et d'ailleurs, il a été réédité plusieurs fois, alors qu'il date des années début 90, quand j'ai commencé à m'intéresser à la vannerie avant d'avoir les enfants. La vannerie sauvage de Bernard Bertrand, c'est vraiment un outil très pratique et intéressant. Il aborde plante par plante aussi, une plante, une réalisation. Et dans les personnes rencontrées, c'est peut-être la première personne que j'ai été voir pour fabriquer de la vannerie à Rossignol, il s'appelait Georges Lemans, qui m'a montré les gestes pour faire, pour lever des éclisses, donc des lanières de bois, des tiges de noisetier. Et c'était vraiment dans les anciens. Voilà. Jojo. Et si on veut te passer une commande ou rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'on peut te contacter par mail? Oui, par mail, oui. Par mail. Je mettrai ton adresse mail dans la description. Et si les gens sont intéressés... Oui, ou même faire connaissance. Je dis, je suis toujours ouverte à tout... voilà. Ce qui nourrit mon travail, c'est d'abord l'humain, moi. J'aime beaucoup les gens, en fait. Oui, et puis c'est vraiment une source d'inspiration, je pense aussi, parce qu'on est nous-mêmes des humains, donc c'est de là que tout vient. Puis la vannerie, c'est un des domaines de la vie que j'aime bien, parmi d'autres choses, dans la vie. Ouais. Merci beaucoup Marianne pour cet échange. Avec grand plaisir. Semer des graines. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner. C'est ce qui permet au podcast de se développer. Et si jamais vous souhaitez participer ou que vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à me contacter. C'était Louis Delattre, à bientôt.